Es war ja de facto was Rufmord und Existenzvernichtung. Ja, also von heute auf morgen kein Gehalt mehr. Das kann sich ja jeder vorstellen. Also jeder, der sitzt und dieses Video hört, sie kriegen am Monatsende x 1000 €, weil sie, keine Ahnung, und von heute auf morgen ist es weg. Man könnte eigentlich auch sagen, dass die Uni Bonn mich vielleicht eingestellt hat als dissidentische Stimme. Est-ce que les juristes, y compris les juges, contribuent eux aussi à la destruction de la démocratie en Allemagne? Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Je vous présente ici des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. Sa vie a été détruite, mais elle s'en est reconstruite une nouvelle, meilleure, par sa propre force. Elle fait partie des chercheuses en sciences sociales les plus connues d'Allemagne. Ses livres sont publiés dans le monde entier et traduits dans de nombreuses langues. Et elle incarne quelque chose qui semble s'être perdu en Allemagne, l'esprit de combat démocratique. Ulrike Gero a été licenciée par l'Université de Bonn pour des accusations de plagiat. Elle a porté l'affaire devant les tribunaux du travail, mais elle a perdu. Aujourd'hui, Ulrike Gero dépose un recours constitutionnel. Bonjour. Bonjour Patrick. Pourquoi déposes-tu un recours constitutionnel? D'abord, je suis vraiment contente d'être ici et de pouvoir avoir cette conversation avec toi. Peut-être qu'on peut le rappeler rapidement. L'année dernière, j'ai prononcé le discours de lauréate pour le prix Karl Alternatif, où nous nous sommes engagés ensemble pour la paix. Je voulais juste redire que c'était un très beau moment. Alors, pourquoi est-ce que je dépose un recours constitutionnel? Eh bien, parce que je ne suis pas seulement déçue par les 3 instances prud'homales, on peut bien sûr être déçu, mais surtout parce que mes avocats et moi, nous avons de sérieux motifs et de nombreux arguments pour penser que dans cette procédure judiciaire, des droits fondamentaux ont été violés. Dass in diesem Gerichtsverfahren Grundrechte verletzt wurden. Man muss ja jetzt wissen, auf Ebene des Verfassungsgerichtes. Il faut bien comprendre qu'à ce stade, devant la Cour constitutionnelle à Karlsruhe, on ne parle plus de décision en droit du travail, et encore moins de plagiat. Ce dont il est question maintenant, c'est du droit à être entendu et d'un procès équitable, comme le prévoit l'article 103 de la loi fondamentale. Le droit à un procès équitable, ça inclut par exemple la possibilité de présenter ses arguments, de faire entendre ses propres témoins et d'avoir des experts qui évaluent le dossier. C'est ça un procès équitable. Cet article 103 découle aussi de l'article 20, paragraphe 1 de la loi fondamentale, et puis il y a encore dans l'article 3 ce qu'on appelle l'interdiction de l'arbitraire, le fameux principe de non-arbitraire. Noch das Willkürverbot, das sogenannte Willkürverbot, ja. Und natürlich ist die Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5. Et bien sûr, la liberté de la recherche scientifique garantie par l'article 5 est aussi en jeu quand, comme nous le soutenons, une professeure est renvoyée d'une université pour des raisons fallacieuses ou prétextes. Cela rappelle, si l'on peut dire, des périodes plus sombres de l'histoire allemande. Autrement dit, nous invoquons maintenant les articles 320, 103 et 5 pour faire valoir des atteintes aux droits fondamentaux. Et dans ce recours constitutionnel, nous expliquons que cette affaire dépasse la cause Gero, donc ma situation personnelle, et qu'elle a une portée plus large, une importance pour la société. Pourquoi? Parce que dans cette procédure, il y a eu un déplacement du cadre juridique, autrement dit le fait qu'il n'y ait pas eu d'experts pour décider s'il s'agissait d'un plagiat ou non. On aurait très bien pu inviter quelques germanistes qui auraient dit « oui, non, peut-être ». Dans chaque accident de la route, les juges font appel à des experts,
trace de freinage de 20 mètres, donc tu es en tort. Mais dans mon cas, ça n'a pas eu lieu. Il n'y a donc pas eu d'expert. Et c'est pour cette raison que la question de savoir si j'ai plagié ou non a été transformée en question de droit. Et comme la question a été déclarée une question de droit, les juges ont ensuite décidé, en quelque sorte de leur propre chef, on pourrait même dire de manière arbitraire, que c'était un plagiat. Alors, si on regarde ça d'un point de vue juridique, tu transformes donc une question de fait en question de droit et tu la tranches toi-même. Si on pousse ce raisonnement un peu plus loin, la porte à l'arbitraire serait grande ouverte. Les juges pourraient alors dire, par exemple, désormais, l'eau bout à 50 degrés Celsius. Et ce ne serait plus une question de fait, on n'écouterait plus les physiciens parce qu'on aurait décidé que c'est une question de droit. C'est pourquoi, selon nous, donc selon l'avis de mes avocats, la structure même du système juridique de la République fédérale est touchée. Et comme certains jugements, comme le mien dans ce cas précis, créent un précédent, d'autres juges pourront ensuite s'y référer dans leur propre décision. Un jugement a, après tout, une portée juridique. Nous soutenons donc que cela reviendrait en substance à un déplacement dogmatique du droit, qui porterait gravement atteinte à la stabilité juridique de la République fédérale et qui, à l'article 3, interdiction de l'arbitraire, ouvrirait la porte à l'arbitraire. Donc, ton raisonnement, c'est que une question de fond est transformée en question de droit. Le juge décide lui-même s'il y a plagiat ou non, alors qu'il aurait dû consulter des experts. C'est l'argument que nous avançons, mais la Cour fédérale du travail ne le voit pas de la même façon. Alors, pour expliquer un peu les étapes aux téléspectateurs, l'université me licencie. Peut-être que je peux préciser ici qu'il y a quelques jours, j'ai mis en ligne 4 vidéos d'environ 20 minutes chacune sur mon affaire, la Causa Gero. Dans ces 4 vidéos, j'explique en détail, pas à pas, donc de manière chronologique, ce qui s'est passé et à quel moment. Donc, si on n'a pas le temps de suivre chaque détail ici, on peut aller voir tout ça chez moi dans la version complète. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Eh bien, j'ai été licenciée, et selon moi, pas à cause d'un plagiat, mais à cause d'un livre, on pourra y revenir tout à l'heure. Ensuite, le tribunal du travail de Bonn, en première instance, a confirmé que le licenciement était légal. J'ai donc fait appel, je suis allée devant le tribunal régional du travail de Cologne, en deuxième instance, et là encore, le tribunal de Cologne a confirmé la décision du tribunal de Bonn en disant lui aussi que le licenciement était légal. En même temps, disons que le tribunal de Cologne a verrouillé sa décision puisqu'il n'a pas autorisé de recours en révision. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, tout s'était terminé en octobre dernier. J'avais perdu en première instance et en appel, et le jugement n'était pas ouvert à la révision. Dans un cas comme celui-là, et je précise volontiers qu'en octobre dernier, j'étais déjà, disons, tout près d'abandonner parce que ça paraissait vraiment presque sans espoir de pouvoir encore avancer, on a, techniquement parlant, désolé Patrick si je deviens un peu technique, qu'une seule possibilité, on peut déposer ce qu'on appelle un recours contre le refus d'admission. D'abord, il faut se plaindre du fait que le jugement n'a pas été autorisé à aller en révision. Donc maintenant, il ne s'agit plus du jugement lui-même, mais uniquement d'une question technique. Et ces recours pour non-admission, en principe, ça se fait au 3e niveau de juridiction, la Cour fédérale du travail, la Cour fédérale des affaires sociales ou d'autres cours fédérales du même type. C'est là qu'il faut les déposer. C'est une spécialité juridique très technique et il y a peu d'avocats qui s'y connaissent vraiment. J'en ai trouvé un et c'est lui qui s'occupe de ce recours pour non-admission. En clair, on saisit la Cour fédérale du travail pour dire que la Cour régionale du travail aurait dû autoriser la révision.
Das Landesarbeitsgericht hätte die Revision zulassen müssen. Warum? Weil das Urteil so Pourquoi? Parce que ce jugement est tellement inhabituel, tellement en dehors de la jurisprudence normale en droit du travail, qu'on a l'impression que plusieurs standards du droit du travail ont été, disons, balayés. Et donc on aurait pu, c'est possible, un tribunal du travail peut très bien dire « ce cas est vraiment exceptionnel et pour cette raison nous nous écartons de la jurisprudence existante ». Dans ce cas précis, on s'écarte parce que, enfin bref, c'est possible. Mais dans tel cas, il est plutôt d'usage d'autoriser un recours, justement parce qu'on s'écarte de la jurisprudence habituelle. Or ici, il y a eu un écart important par rapport à la jurisprudence existante, mais le recours n'a pas été autorisé. Nous avons donc déposé un recours devant la Cour fédérale du travail, ce qu'on appelle une plainte pour non-admission. Nous avons fait valoir plusieurs arguments, disons A, B, C, en expliquant que le recours devait être accepté. Entre autres parce qu'aux 2 premières instances, il n'y avait eu aucune audition d'experts. Mes témoins n'ont pas été entendus et aucun expert externe n'a été consulté pour répondre à la question toute simple. Y a-t-il eu, oui ou non, des plagiats? La Cour fédérale du travail a ensuite statué sur cette plainte pour non-admission. Et dans ce type de procédure, ils auraient pu, enfin je précise, je ne suis pas juriste, mais en réalité, la Cour aurait très bien pu rejeter la plainte d'une seule phrase. Nous rejetons la plainte pour non-admission. Wir weisen die Nichtzulassungsbeschwerde zurück. Interessanterweise hat das Bundesarbeitsgericht. Fait intéressant, le tribunal fédéral du travail a quand même répondu avec 21 pages. C'est vraiment inhabituel. On voit bien qu'ils se sont sentis obligés, d'une certaine manière, de justifier le rejet de mon recours contre la non-admission. Et dans cette justification, il y a quelque chose que, selon mes avocats, constitue une grosse erreur de droit. Parce que dans ce rejet, le tribunal fédéral du travail affirme que le tribunal régional du travail de Cologne, la question portait sur l'audition, pourquoi il n'y en a pas eu. Donc ce tribunal aurait eu le droit de requalifier la question de savoir s'il y avait eu plagiat ou non en question de droit plutôt qu'en question de fait. Et à partir du moment où c'est une question de droit, le tribunal régional du travail peut alors décider lui-même. Très bien, je peux trancher moi-même. Donc c'était un plagiat. Et ensuite, la Cour fédérale du travail confirme, après avoir d'abord validé, que la requalification d'une question de fait en question de droit par le tribunal du travail de Cologne était correcte. Et là, la Cour fédérale du travail dit « et donc, c'était du plagiat ». Prenons un instant de recul pour tous ceux qui trouvent ces termes un peu compliqués. C'est un peu comme si on disait « la question de savoir si l'eau bout à 50 degrés, ce n'est plus une question de fait qu'on poserait à des physiciens, mais désormais une question de droit. Et comme c'est une question de droit, les juges peuvent la trancher eux-mêmes et décider de leur propre chef. Eh bien, l'eau bout maintenant à 50 degrés. Et tu dis avec tes avocats que cette auto-habilitation du tribunal régional du travail, confirmée par la Cour fédérale du travail, n'est pas conforme à la Constitution. Dans quelle mesure, tu l'as laissé entendre, des droits constitutionnels sont-ils concernés ici? Exactement. Alors, pour dire les choses un peu simplement, nous sommes contre l'idée que des juges décident si l'eau bout à 50 degrés, parce qu'il est assez évident que ce genre de question doit être tranché par les tribunaux en s'appuyant sur une expertise. Pourquoi pensons-nous que les droits fondamentaux sont en jeu ici? D'un côté, il s'agit bien d'une atteinte à un droit fondamental, à savoir le droit à être entendu. L'article 103 est le droit à un procès équitable. Mais où se situe, pour toutes les citoyennes et tous les citoyens de la République fédérale, le vrai problème de ce glissement dans la doctrine juridique? Selon notre lecture, si ce jugement devait être confirmé tel quel, cela créerait un précédent. Et ce précédent permettrait à l'avenir que d'autres décisions soient rendues sans consultation d'experts.
ohne Anhörung von Sachverstand getroffen werden können. Nehmen wir jeden Verkehrsunfall. Prenons un accident de la route. En général, quand il y a un accident, le juge doit entendre des experts. Quelle était la trace de freinage? Quelle est la déformation? Qui est responsable? Prenons un cas médical, une erreur de traitement. Là aussi, un expert intervient et le juge tranche. Ou encore, une erreur de conception d'un architecte et la maison s'effondre. On fait alors appel à des experts. Et c'est sur cette base que le juge rend sa décision. Parce qu'il n'a pas lui-même de compétences en architecture, en construction, en circulation routière, en médecine ou dans d'autres domaines. C'est justement ça le principe de l'état de droit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit que les droits fondamentaux sont violés, le principe d'une procédure équitable. Un procès équitable suppose de la compétence et une vraie expertise. Si on retire cette expertise du processus et qu'on dit aux juges qu'ils peuvent plus ou moins de leur propre initiative, pour ne pas dire de manière arbitraire, trancher des questions de fond, alors là on aurait un déplacement fondamental ou du moins très grave sur le plan du droit. Et c'est pour ça que nous pensons que ma procédure n'est pas seulement une affaire où mes droits fondamentaux ont été concrètement violés, mais aussi une affaire qui pourrait en quelque sorte ouvrir la porte à un glissement juridique de principe. Un glissement qui demain, après-demain ou dans un futur proche pourrait concerner n'importe quel citoyen. Est-ce que selon toi, il s'agit ici de juges du travail qui se seraient mis au service du pouvoir politique? Eh bien, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. En fait, je ne pense pas que ces procédures soient faites pour se mettre au service de quelqu'un. D'abord, les juges sont des serviteurs de l'État, au sens formel du terme. Ce sont des fonctionnaires. Ils reçoivent un salaire, une rémunération pour cela. Ils servent l'État en défendant la Constitution et le droit. C'est pour ça qu'ils sont juges. Ils siègent dans des tribunaux indépendants et ont pour mission d'assurer la sécurité juridique. C'est en ce sens qu'ils sont des serviteurs de l'État. Alors la vraie question, c'est que se passe-t-il dans de tels procès? Moi, je ne crois pas, honnêtement. Je ne crois pas du tout qu'il y ait quelqu'un qui appelle pour dire « tu dois décider comme ci ou comme ça ». Non, ça, j'y crois pas. Ce que je crois vraiment, c'est que dans des cas comme le mien, quand il y a une certaine attention publique, il existe une pression sociale et aussi une forme de préjugé collectif. Et les juges, eux, ils ne vivent pas en dehors de la société. Ils lisent les journaux, ils font partie du même monde, moi, ils jouent peut-être au golf quelque part. On leur glisse des choses à l'oreille, ils entendent des rumeurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense vraiment que ce sont des décisions intérieures, prises en toute responsabilité personnelle. Et au fond, ce sont des choix faits, comment dire, devant sa propre conscience. C'est ça, le cœur du sujet. C'est d'ailleurs pour ça que, pour préciser un peu, ta question est très importante, Patrick. Dans la vidéo que j'ai enregistrée sur cette affaire, la Causa Gero, j'ai effectivement cité les juges de la Cour fédérale du travail par leur nom. Pourquoi je l'ai fait? Eh bien, d'abord, ce sont des jugements publics. Tout le monde peut les consulter. Ils sont disponibles sur le portail de la justice, en ligne. Et dans ces décisions, les noms des juges sont indiqués. Alors, c'est rendu au nom du peuple, donc c'est bien de la justice. C'est public, la justice est une affaire publique. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce n'était pas une décision du BAJ, du Tribunal fédéral du travail. Mais qu'est-ce que c'est le Tribunal fédéral du travail? Au fond, ce sont différents juges, chacun avec ses affaires, et chacun peut décider comme il veut. Chacun a toujours la possibilité de dire « je tranche comme ça » ou « je tranche autrement ». Autrement dit, au bout du compte, ce qui compte, comme le dit Hannah Arendt, dans un processus de groupe, c'est toujours ta propre conscience, ce que toi tu fais. C'est ça qui est important pour moi. Et à ce moment-là, la vraie question, c'est à quoi pense le juge quand il rend une telle décision?
was denkt der Richter, wenn sowas entscheidet? Also ich würde schon vermuten wollen, das kann ich ja nur vermuten. Je dirais que je suppose, enfin je ne peux que le supposer, que les juges de la Cour fédérale du travail ont ou avaient la compétence nécessaire pour juger cette affaire de manière appropriée. Et dans mon cas, ils ont pris une décision plutôt inhabituelle qu'ils ont signée. Alors maintenant, la vraie question, c'est pourquoi ont-ils fait ça? Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont reçu un appel? Je ne le crois pas. Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient eux-mêmes convaincus qu'il fallait justifier une décision aussi inhabituelle dans mon cas? Et si oui, pourquoi l'ont-ils fait? Je ne peux pas répondre à ça. Tu vois ce que je veux dire? En tant que rédacteur politique dans le Schleswig-Holstein, j'ai souvent vu comment les plus hauts postes juridiques étaient négociés entre les partis au Parlement régional. Du genre, toi, tu obtiens le procureur général et nous, on prend le président du tribunal administratif, par exemple. Est-ce que ce genre de choses joue un rôle? Est-ce qu'un juge peut se dire que sa carrière est finie s'il ne va pas dans le sens attendu, comme dans l'affaire Bab? C'est une question vraiment difficile et je veux éviter de porter moi-même un jugement sur qui que ce soit. Ce que j'ai l'impression de constater, c'est que depuis quelques années, en République fédérale d'Allemagne, nous nous retrouvons dans un contexte social compliqué. Disons-le comme ça. Et ce contexte difficile, c'est une forte pression à la conformité. Il y a comme des lois non écrites qui font qu'on sait désormais très bien. Sur ce sujet-là, mieux vaut ne rien dire et sur celui-là non plus. Tout le monde connaît les sujets sensibles de la société. Gaza, l'Ukraine, la migration, le climat, le genre, et ainsi de suite. Ce sont en quelque sorte des lois non écrites. Elles sont presque pires que des lois écrites. Et puis, il y a cette pression à se conformer. Ça, c'est une chose. Et je crois que beaucoup de citoyens le remarquent. C'est même mesurable. On a des sondages qui montrent qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Allemands pensent que la liberté d'expression n'est plus vraiment garantie, et ainsi de suite. Ce que tu décris, ce sont des mécanismes, disons, autrefois on aurait parlé de copinage, de petits arrangements entre amis. Faut pas faire semblant d'être surpris. Je pense que ça a toujours existé. Moi, je viens de Rhénanie du Nord-Westphalie. On savait toujours que le Land était dirigé par le SPD et qu'ensuite la banque régionale et tout le reste allaient dans le même sens. Bref, il y avait toujours un peu de marchandage. Je ne veux pas juger, disons, comment appeler ça, des clans ou peut-être des petits cercles, des groupes d'amis, quelque chose comme ça. Il y en a à la CDU, il y en a à la SPD, ça se fait autour de 3 bières. Avant, on faisait ça dans les tentes à bière. Bon, laissons ça comme ça. En Autriche aussi, ça existe. J'ai vécu longtemps là-bas. La politique, c'est fait par des êtres humains et les humains sont faillibles. Tout le monde a sa part de vanité. Restons-en là. La vraie question pour moi se pose à partir du moment où il y a, comment dire, c'est difficile à formuler, une sorte de camaraderie socialement acceptée comme j'ai pu la voir dans les années 70 ou 80. C'était clair. Chacun marquait un peu son territoire, comme les chiens qui urinent dans les coins. Mais ce n'était pas malveillant, disons-le comme ça. Quand j'ai aujourd'hui le sentiment que des arrangements ou des complicités du même genre ou ce dont tu parlais tout à l'heure ont pour but, et c'est de plus en plus l'impression que j'en ai, de stabiliser un système qui ne fonctionne plus ou de balayer sous le tapis des choses qui devraient depuis longtemps être mises à plat. Alors, quand ça dépasse, disons, une simple camaraderie de circonstances du genre « toi, tu prends ce poste-là, moi, je prends celui-là », et que ça devient quelque chose qui sert à maintenir le système en place au point d'étouffer ou de dissimuler des injustices,
eh bien là, je pense qu'on franchit une limite. On passe d'un comportement humain, disons plus ou moins naturel, à ce que Margaret et Alexander Mitscherlich ont appelé dans leur livre des années 50 l'incapacité de faire son deuil, une communauté de culpabilité. On se retrouve alors avec un système où tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose de pas très net. Et on se dit qu'il faut le couvrir parce que si ça éclate chez toi, ça éclatera aussi chez moi et puis chez vous. Et ça, on veut à tout prix l'éviter. Autrement dit, la société glisse vers une sorte de communauté de culpabilité, où chacun cache en quelque sorte les fautes de l'autre de peur que les siennes ne soient révélées. Et ça, à mon avis, c'est un processus tout à fait différent d'une simple camaraderie, un peu de bistrot, entre guillemets, qu'on peut trouver dans le milieu politique. Wenn Richter Si des juges du travail font partie de cette communauté de culpabilité, comme tu l'appelles, cela montre que la séparation des pouvoirs en Allemagne ne fonctionne plus, c'est-à-dire la séparation entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. von Exekutive, Legislative und Jurisdiktion. Oui, je dirais que oui. On a d'ailleurs pu le constater, pour parler franchement, dans plusieurs décisions de justice liées au Covid. On a vu que les tribunaux s'étaient appuyés en quelque sorte sur une agence gouvernementale, en l'occurrence l'Institut Robert Koch, et que d'autres experts n'avaient pas pu faire valoir leurs analyses. On a même vu que même quand les fichiers du RKI ont été rendus publics, donc à un moment où certains jugements auraient dû être annulés, puisque les données avaient entre-temps changé, ces jugements sont restés en vigueur. La séparation des pouvoirs, donc un tribunal qui s'appuie en quelque sorte sur des autorités subordonnées au gouvernement, eh bien à ce moment-là, la justice et l'exécutif se mélangent, c'est ce que je veux dire. Le processus qu'on est en train de décrire, merci pour les questions, je pense qu'il faut y ajouter encore quelque chose. Quand je disais autrefois que c'était un peu des arrangements de fête de la bière et qu'aujourd'hui c'est devenu une sorte de consolidation systémique de l'opacité qui a donc eu un glissement, eh bien, il faut maintenant ajouter que tout cela se passe dans des conditions numériques complètement différentes. Alors, toute cette logique algorithmique, toute cette économie des plateformes, cette gouvernance, ce pilotage algorithmique, il faut aussi en tenir compte quand on décrit et qu'on analyse ces processus. Comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, et pourquoi est-ce que maintenant ça nous saute autant aux yeux, au point qu'on a tout l'impression que la justice ne fonctionne plus. Oui. Donc, quels sont en fait les critères pour juger cela? Moi, je pense que cette économie des plateformes joue un rôle très important, tout comme les mécanismes de régulation plus larges, comme le Digital Service Act, l'Union européenne et tout le reste. Autrement dit, je crois que dans un système politique ou dans un système judiciaire et ainsi de suite, il y a toujours des erreurs, tout simplement parce que nous sommes humains et que nous faisons des erreurs partout. Mais quand ces rigidités, cette espèce de communauté de culpabilité se renforcent et que les systèmes deviennent de plus en plus globaux, je pense par exemple au Digital Service Act, c'est européen, c'est une régulation de l'Union européenne et ainsi de suite, alors je crois que pour chaque individu, il devient de plus en plus difficile de s'en dégager. Et je pense que c'est là un vrai problème. Et c'est pour ça que je ne suis pas ici pour reprocher quoi que ce soit à quelqu'un en particulier, mais parce que je constate, avec un étonnement et une inquiétude grandissants, que ce sont des processus systémiques et qu'il devient de plus en plus difficile pour chacun d'y échapper. Est-ce que les juristes, y compris les juges, contribuent eux aussi à la destruction de la démocratie en Allemagne? La réponse la plus simple serait de dire oui.
Mais bon, je ne suppose pas que quelqu'un veuille délibérément détruire la démocratie. Personne. En réalité, je pencherais plutôt pour une autre explication. C'est toujours un peu la question « Qu'est-ce que j'y gagne, moi ?» Prenons par exemple le juge de Bonn, du tribunal du travail, le docteur Daniel Kremer, un juge assez jeune. Je pense ne pas lui faire de tort en disant qu'il était très nerveux lors de la première audience. Ça se voyait. Évidemment, c'était une affaire très tendue. Maintenant, imaginons. Tu es un jeune juge à Bonn, tu as peut-être 2 enfants, je n'en sais rien, tu fais partie d'un club de golf ou autre, tu veux continuer à vivre à Bonn, tu veux être promu. Très bien, il n'y a absolument rien à redire à ça. Et puis, il y a cette procédure tellement chargée, tellement tendue. Et là, la question se pose. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as la force de résister à toute cette pression de la société? Parce qu'il y a eu clairement une condamnation publique avant même le jugement. Autrement dit, le rôle du juge aurait sans doute été, au nom du droit ou de son devoir de fonctionnaire, je défends le droit, de dire « Chère université, vous avez tout à fait le droit de vous séparer de Madame Gerold, mais pas de cette manière. » Parce qu'il s'agit bien de toutes ces erreurs de procédure. Pas de licenciement sans avertissement, par exemple. Il aurait pu le dire, bien sûr, et ajouter « Écoutez, c'est ce à quoi on s'attendait. Pas d'avertissement, pas de licenciement. C'est la règle d'or du droit du travail allemand. » Le juge aurait pu dire, avec un petit clin d'œil, « Chère université, essayez de vous séparer de Madame Gerold d'une manière un peu plus intelligente. La prochaine fois, faites-lui un avertissement. Vous finirez bien par vous en débarrasser, mais faites-le au moins correctement. » Ça aurait pu être une option, en quelque sorte. Mais à la place, il a validé ce licenciement. Alors, ta question, c'était « Est-ce que les juges détruisent délibérément la démocratie ?» Et ma réponse, c'est « Pas délibérément. Peut-être par lâcheté, ou par manque de courage, ou parce que le procès était tellement chargé émotionnellement, on connaît tout ça. Je ne veux pas non plus, disons, décharger les juges de leurs responsabilités, entre guillemets. C'est pas à moi de le faire, et je ne le ferai pas. Je veux juste essayer d'éclairer un peu le processus de dynamique de groupe. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde connaît ça. 10 personnes dans une pièce, 9 disent « ouais ». Et il y en a une qui pense « en fait, c'est pas tout à fait vrai ». Alors, est-ce que je me tais ou est-ce que je dois vraiment le dire à voix haute? Et la plupart se taisent, non? Tu vois ce que je veux dire? La question c'est, est-ce que c'est la volonté délibérée d'un individu ou plutôt une forme de suivisme, du genre « je peux pas faire autrement ». Tu comprends? Et c'est ça le danger. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de Nietzsche-Erlich. À un moment donné, c'est comme un échec collectif où tout le monde finit par se demander seulement « qu'est-ce que j'y gagne moi si je prends la parole maintenant ?» Tu vois? Voilà. Moi aussi, comme toi, j'ai été licencié, mais pas en tant que professeur, plutôt comme chargé de cours à l'université publique de Kiel. L'attribution d'un cours, c'est un acte administratif, pas un acte relevant du droit du travail, puisque je n'avais pas de contrat de travail. J'ai donc saisi le tribunal administratif du Schleswig-Holstein. La chambre, présidée par le docteur Malte Siebert, a rendu une décision tout à fait différente. Le juge est entré et a dit « La salle est vide ici, alors on parle du règlement sur l'utilisation des sols. » Aujourd'hui, la salle est pleine, mais on est d'accord sur une chose. Il s'agit de questions constitutionnelles, de droits fondamentaux. Et lui, il a tout de suite sorti la carte de la chambre. Il a mené une enquête très complète qui a ensuite été présentée au tribunal. Une jeune juge a dû faire le travail préparatoire et elle a dit « Ici, il est question de la Constitution, plus précisément de l'article 5 de la loi fondamentale, la liberté de la recherche, la liberté d'information et la liberté d'opinion. »
et j'ai gagné cette procédure haut la main. Donc il y a aussi des contre-exemples. Est-ce que ça montre l'échec du tribunal du travail de Bonn? Des Arbeitsgerichts in Bonn. Mir steht die Antwort nicht zu. Aber in der Tat, deswegen habe ich eben gesagt, Ce n'est pas à moi de répondre. habe ich, Mais, en effet, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi, par exemple, ai-je cité dans ma propre présentation du dossier les noms des juges de la Cour fédérale du travail? Parce qu'ils portent la responsabilité de leur jugement. Parce qu'ils les ont signés? Oui. C'est ça, le droit de la fonction publique. Il y a un jugement et derrière, il y a un nom. C'est pas la Cour fédérale du travail en tant qu'institution, ni le tribunal du travail de Bonn, mais dans ce cas précis, c'est monsieur le docteur Daniel Kremer. Autrement dit, je trouve important de rappeler que chaque fonctionnaire, et ici chaque juge, comme le dit Hannah Arendt, reste au bout du compte responsable devant sa propre conscience, même au sein d'un processus collectif. Vor seinem Gewissen verantwortlich ist, ja. Jetzt steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Ce n'est pas à moi de juger ça. J'aurais en fait aimé, et c'est pour ça que j'ai ouvert cette petite parenthèse tout à l'heure, qu'on choisisse la solution simple, presque élégante. Il aurait suffi de dire « Chère université, je comprends très bien que vous trouviez Madame Géraud un peu agaçante, mais faites les choses correctement, envoyez un avertissement et procédez à un licenciement en bonne et due forme. » Ça aurait été un petit clin d'œil. Et je pense qu'en tant que juge, par exemple, il aurait pu se le permettre, mais il ne l'a pas fait. Et maintenant, qui en porte la responsabilité? Lui-même. Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à lui d'en répondre devant lui-même et sa conscience. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot war gut vernetzt. La politologue Ulrike Guérot était très bien connectée. Tu as travaillé avec Jacques Delors. Tu étais une amie proche de Fiona Hill à Washington, cadre à la Brookings Institution, conseillère de plusieurs présidents américains et à un moment membre du Conseil de sécurité nationale. Et du jour au lendemain, tout a disparu. L'université de Bonn voulait t'avoir, justement à cause de ta renommée internationale. Et elle t'a renvoyé, dès qu'elle a soudain réalisé que tu avais aussi des idées dissidentes. Est-ce que cette affaire, le cas Ulrike Guérot, est un signe de persécution politique en Allemagne? Ulrike Guérot, ein Zeichen für politische Verfolgung in Deutschland. Le terme persécution politique, c'est vraiment un mot très fort. Je le mettrai plutôt de côté pour l'instant. D'abord, merci d'en reparler, c'est important. Mais en fait, dans cet appel à candidature, il ne s'agissait pas seulement d'une chaire de professeur. Il était aussi question de créer un centre de recherche sur la politique européenne, le CERC, le Centre Ernst Robert Curtius, dont j'étais censée assurer la codirection. Et c'est vrai qu'il faut des compétences différentes. Les bons chercheurs sont souvent dans leur tour d'ivoire. Mais pour construire un institut, il faut aussi savoir gérer, communiquer et entretenir un réseau. Et ces 4 critères figuraient bien dans l'appel à candidature. Alors, évidemment, ça m'a agacé par la suite qu'on ne m'accuse que d'une faute scientifique, parce qu'au départ, les compétences demandées étaient tout autres. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont d'excellents chercheurs, mais qui ne savent pas gérer une équipe ou qui n'ont pas de grands réseaux. Et justement, la question, c'est qu'est-ce qu'un réseau? Moi, j'ai travaillé dans différents milieux. Tu as mentionné Fiona Hill, mais j'ai même connu Brzezinski personnellement. En 2014, Brzezinski débattait encore à Washington du Maïdan, à l'époque, oui. Mais j'étais aussi en contact avec les socialistes ou même avec des fascistes, tu vois ce que je veux dire. En fait, j'étais politiquement connectée au-delà des partis. Ce qui m'a toujours intéressée, c'était l'Europe. Toute personne qui s'occupait de l'Europe, d'une manière ou d'une autre, j'étais en lien avec elle, que ce soit des conseillers de l'Église catholique, des syndicats ou d'autres encore. La question, c'était toujours, est-ce qu'on met en place une assurance chômage européenne? Oui, non, peut-être. Et donc, ça revenait toujours à se demander, quelle est la position des socialistes européens, des conservateurs européens, et que disent les Américains sur l'Europe?
Alors, qu'en penses-tu, Fiona Hill? Verstehst du, Fiona Hill, Freundin ist jetzt auch ein bisschen überbetrieben, ja, aber natürlich Dire que c'était une amie, c'est un peu exagéré, oui. Mais bien sûr, elle était aussi, par exemple, toujours invitée à la conférence sur la sécurité de Munich, où moi aussi j'ai participé pendant des années en tant qu'invitée. Et moi, mon truc, c'était toujours de voir concrètement qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le traité de Lisbonne, avec la crise bancaire et tout ça. Donc je dirais que pour moi, c'était important d'être en réseau au-delà des partis. Anatole Lieven, par exemple, qui était en quelque sorte une voix dissidente de Washington, je le connaissais bien aussi. Alors, maintenant la question, c'est que j'aimerais aborder ça autrement, parce qu'il s'agit là de persécution politique contre des voix dissidentes. On pourrait presque dire que l'université de Bonn m'a peut-être engagée comme une voix dissidente. Il faut voir que ce Zerg, et c'est ce qui rend la chose encore plus absurde en fait, eh bien, ce Zerg affichait à l'époque sur son site comme mission de travail, comme objectif de recherche. Nous voulons créer un centre qui, dans une perspective franco-allemande, cherche à repenser l'Europe au-delà des présupposés paradigmatiques du XXe siècle, pour trouver des solutions innovantes. C'est en réalité une mission de dissidence. Pourriez-vous, s'il vous plaît, penser autrement que sur la base des paradigmes du XXe siècle? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Et d'ailleurs, j'avais déjà écrit, en 2016, cette utopie. Und ich hatte ja vorher schon 2016 diese Utopie geschrieben. Die heißt sogar Utopie. Also Utopie heißt ja. Elle s'appelle même Utopie. Alors, une utopie, c'est pas la réalité, mais plutôt une sorte d'esquisse, un projet. Dire que la réalité ne va plus vraiment bien, que l'Union européenne ne fonctionne plus, qu'on est dans la technocratie, tout ça, eh bien, c'est déjà une pensée dissidente. Et c'est avec ce type de pensée que j'étais censée diriger cet institut. Et puis la guerre arrive. Enfin, d'abord, il y a le Covid. On se tait. C'était en mars 2020. Je commence le poste en septembre 2021 et ensuite, en octobre 2022, j'écris ce livre, Endspiel Europa. Tu le connais, je crois, assez bien, avec Hauke Ritz. En fait, je dirais que je suis, disons, au-delà de ce que j'appellerais ma deuxième rupture paradigmatique. On peut le formuler comme ça, parce que dans mon livre « La République d'Europe », j'avais déjà opéré une première rupture paradigmatique avec le système de l'Union européenne. Je l'avais en quelque sorte balayé dans mon utopie. J'avais déjà, bien sûr, de plus en plus de doutes, même dans les années précédentes, mais j'avais pas encore compris aussi clairement que, pour le dire de façon très simple, on ne construit pas une Europe forte avec les Américains. Pendant longtemps, dans l'espace atlantique, on racontait cette histoire d'amitié atlantique et tout le reste. Mais si on veut une Europe forte, émancipée, alors, oui, voilà. Au fil des années, j'ai évidemment vu et mené des combats, par exemple avec Fiona Hill, toujours là-bas à Washington, et je leur disais souvent, alors vous les Américains, vous voulez vraiment une Europe forte ou pas? Et au fil du temps, j'ai dû constater de plus en plus clairement, non, en réalité, ils ne le veulent pas. Mais bon, c'est aussi un processus de prise de conscience qui demande du temps. Ce moment où tu te dis, hé les amis, je vous ai vraiment fait confiance. Je vous ai fait confiance en pensant qu'on était dans un cadre transatlantique, vous là-bas, nous ici, mais qu'on construisait une Europe émancipée. Et je me suis retrouvée à leur réexpliquer comment fonctionne la Constitution européenne. C'était, en quelque sorte, mon cheminement intellectuel pendant toutes ces années. Et quand, depuis le Maïdan, tout ça a commencé à fonctionner de moins en moins, et qu'ensuite la guerre est arrivée, en 2022, et que j'ai écrit ce livre, là j'ai en quelque sorte fait mon deuxième saut paradigmatique, si tu veux. Et je me suis dit, maintenant j'ai compris. Avec vous, avec les États-Unis, une Europe vraiment émancipée, ça n'existera pas. Et ce deuxième tournant, je l'écris pratiquement dans le livre Endspiel. C'est le 3e chapitre, avec Hauke.
juste pour montrer que ce qui devait être en principe la mission du centre de recherche, penser l'Europe au-delà des présupposés paradigmatiques du XXe siècle, eh bien c'est précisément ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, l'université de Bonn t'engage pour ta dissidence, et ensuite ça ne lui convient plus. Oui, tu as bien résumé la situation. Le sociologue Oscar Negd, que je connais, écrit dans son livre sur les 68 arts « L'opportunisme et la maladie mentale des intellectuels ». Est-ce que cela s'applique aussi à l'université de Bonn? Merci d'avoir mentionné Negd. En fait, je crois que c'était en 2018 ou 2019. J'ai écrit un petit livre sur l'Europe avec lui. Donc, merci, parce que je l'apprécie beaucoup aussi. Oui, l'opportunisme. Non, je le formulerai autrement. Je dirais que l'opportunisme est sans doute, comme tu l'as dit, la maladie mentale des intellectuels. Enfin, pas des intellectuels, justement. Et c'est pour ça que les intellectuels ne sont pas à l'université. C'est sans doute la maladie mentale, ça sonne un peu péjoratif, des professeurs dans l'appareil scientifique. C'est une nuance importante. Heidegger, c'est vrai, est déjà devenu un peu problématique, même juste comme citation, mais il a dit un jour, la science ne pense pas. La science ne pense pas. Elle peut faire énormément de recherches, mais elle ne réfléchit pas ou pas souvent. Et c'est pour ça que le scientifique n'est pas forcément un intellectuel. Et que les intellectuels, eux, ne sont pas toujours à l'université. Parce qu'on peut faire beaucoup de recherches sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Par exemple, c'est pour ça que Dürrenmatt a écrit sa pièce sur les physiciens qui finissent à l'asile. Ils avaient travaillé sur la fission nucléaire. Et puis ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on vient d'inventer là? Peut-être qu'on ferait bien d'aller faire un petit tour à l'asile. Oui, mais on peut le voir dans tous les domaines de la recherche. Par exemple, en ce moment, toutes les soi-disant clauses de paix des universités sont supprimées. Ça veut dire qu'on autorise à nouveau la recherche militaire dans les universités. Il y a eu une période où toutes les universités avaient signé ces fameuses clauses de paix. Autrement dit, elles s'engageaient à ne pas faire de recherche militaire ni de recherche au service de l'armée. Aujourd'hui, beaucoup pensent que ça ne concerne que la fission nucléaire. Mais non, c'est aussi de la recherche en psychologie, en influence neurologique, en sociologie. En réalité, la recherche militaire, c'est un champ très large. Et maintenant, ces clauses de paix ont été supprimées dans la plupart des universités, je crois même à l'université de Bonn. Du coup, beaucoup d'argent circule. Probablement pas directement de l'OTAN, mais d'une manière un peu blanchie, disons, avant d'arriver dans les universités. Et là, tu obtiens un contrat de recherche et tu peux faire beaucoup de recherches. Par exemple, sur la notion, comme on l'a vu pendant le Covid, de ce qu'on appelle la contrainte émotionnelle ou le nudging émotionnel. En gros, comment amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne ferait peut-être pas spontanément. Par exemple, lui mettre une saucisse à côté, la fameuse vaccination saucisse. Et la contrainte émotionnelle, c'est par exemple un de ces sujets dont on a énormément parlé et fait des recherches pendant le Covid. On peut d'abord se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de bien, la contrainte émotionnelle? Et on arrive assez vite à la conclusion que non, en fait, c'est une manière de forcer quelqu'un sans vraiment le forcer. Je mets juste la saucisse à côté, voilà. Et au moment où tu éteins quelque chose en toi, ta conscience, ton sens moral ou ton intellect, c'est-à-dire quand tu cesses de te demander sur quoi est-ce que je fais mes recherches, comment est-ce que j'inscris mon travail dans la société. À ce moment-là, on peut faire énormément de recherches, énormément de sciences, et pourtant ne pas être intellectuel du tout. L'historien Karl Dietrich Bracher, aujourd'hui décédé, écrit dans son livre « La dictature allemande », publié en 1967,
je cite, « La fusion du génie allemand avec la révolution nationale d'Hitler fut bouleversante, non seulement à cause du caractère primitif de l'idéologie nazie, mais encore plus en raison de la soumission inconditionnelle à sa prétention intellectuelle, intolérante et exclusive. Et par là, il vise toutes les professions, les chercheurs en littérature, les scientifiques des sciences sociales, les écrivains, les artistes, et tout particulièrement les juristes. Est-ce que toi, l'université de Bonn, mais aussi dans les tribunaux du travail avec lesquels tu as eu affaire, tu reconnais cette forme de soumission inconditionnelle au pouvoir? Diese bedingungslose Unterwerfung unter die Macht. Eh bien, oui, la soumission. La question, c'est en fait, est-ce un acte formel ou un acte implicite? Mais s'il s'agit d'un acte implicite, là je te rejoins. On a clairement senti que ce licenciement devait être validé, quoi qu'il en coûte. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a formulé dans ce... Enfin bref, rien que le fait que cette procédure en droit du travail dure déjà depuis 3 ans, c'est totalement inhabituel. Le dossier fait maintenant 2000 pages. Et quand on voit pour quelles petites erreurs on a produit 2000 pages de documents judiciaires, enfin voilà. Mon avocat m'a dit que dans ce pays, il n'y avait sans doute jamais eu de licenciement qui ait dû être justifié avec autant d'efforts. Et ça, évidemment, ça va dans ton sens, il y a bien eu une certaine forme de soumission. Mais Brachet, Patrick, je te remercie vraiment d'avoir mentionné Brachet. Patrick, ich bin dir sehr dankbar, dass du Brache erwähnst. Sehr. Oui, tout à fait. J'ai encore étudié avec Brachet dans les années 80. Lui, c'était un enfant de la guerre, il avait été aide dans la FLAC et tout ça. Et je crois que c'est en 1985 qu'il a écrit son livre « Le temps des idéologies ». En fait, je cite ce livre dans les vidéos que j'ai faites moi-même sur ma procédure, parce que dans le temps des idéologies, Brachet dit justement que les idéologies, ce sont des simplifications de réalités complexes. La société devient dichotomique. Il y a le bien et le mal, sur le plan moral, il y a l'ami et l'ennemi, et ainsi de suite. Et moi, je me souviens très bien que j'ai encore fait, en 1986, mon tout premier bon mémoire chez Brachet sur Jean Bodin, les 6 livres de la République, ou les 6 livres sur l'État. Je crois que j'avais eu un 2+. Oui, à l'époque, à 20 ans, je me suis dit, waouh, j'ai eu... C'était un point fort de Karl Dietrich Bracher, quoi qu'il en soit. Alors, c'était une époque à l'ICAO. À l'époque de Bonn, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Oui, il y avait Ossenbull chez les juristes, il y avait Tomu Schat, le grand spécialiste de droit international, il y avait Isense en droit public, Hildebrand en histoire, Karl Kaiser en sciences politiques, Hans-Peter Schwarz aussi en sciences politiques et Karl Dietrich Bracher. Bref, toute l'université, c'était vraiment une université de prestige. Et moi, je m'y sentais très bien. Pour la petite histoire, à l'époque, personne ne me croira aujourd'hui, j'étais au RCDS. J'ai mené la campagne étudiante en 1983, comme tête de liste du RCDS, et à ce moment-là, je m'appelais encore Ulrike Hamelstein, pas Ulrike Guéraud. D'ailleurs, sur ma liste, petite anecdote, il y avait Bernd Luck, qui est ensuite devenu connu grâce à l'AfD. À l'époque, on était tous les deux au RCDS, enfin bref. Oui, l'université de Bonn, à l'époque le Bundestag était encore à Bonn, donc l'université avait une excellente réputation. Et tout ça juste pour dire que maintenant, 40 ans plus tard, moi qui ai vraiment profité de cette université, qui l'ai vécue comme une vraie alma mater, je devrais être déclaré ennemi de cette même université. Moi qui ai étudié avec Karl Dietrich Bracher, qui ai lu avec lui en séminaire, le temps des idéologies. Franchement, c'est tellement étrange que je me dis, mais enfin, comment est-ce possible? Et d'ailleurs, une autre petite anecdote à ce sujet. Tu savais que Thomas Mann avait lui aussi reçu le titre de docteur honoris causa de l'université de Bonn. Je ne l'avais pas.
Tu ne le savais pas? Je vais te raconter une petite anecdote. Je ne l'ai encore jamais racontée. En fait, l'archiviste de la ville de Bonn, qui m'aimait bien, je crois, m'a envoyé quelques documents, parce qu'apparemment Thomas Mann avait reçu le titre de docteur honoris causa de l'université de Bonn. Et puis, arrive 1936, la guerre contre la Russie et tout ce qui s'ensuit. Thomas Mann écrit alors un mémorandum pour la paix et la réconciliation avec la Russie, et à cause de ça, il perd son titre de docteur honoris causa. Et dans ses journaux intimes, on trouve ensuite des passages vraiment intéressants où il raconte à quel point il en a souffert. Les accusations publiques étaient au-delà du supportable, au-delà de ce qu'un être humain peut endurer. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Le plagiat. Un romancier. Bon, un plagiat dans un travail scientifique, on pourrait encore comprendre, mais dans un roman, c'est quand même, disons, un peu étrange. Et dans ces journaux, à 2 ou 3 endroits, on voit bien que Thomas Mann en souffre énormément. Ensuite, il part en Californie. Oui, là-bas, il y a aujourd'hui la Villa Aurora, la maison de Thomas Mann. Et puis, ici, dans ce pays, il se passe ce qui se passe. Et apparemment, en 1949, quand tout ça est plus ou moins derrière lui, l'université de Bonn lui propose de lui rendre son titre de docteur honoris causa. Et Thomas Mann refuse. Parce qu'il a compris que le moralisme, en réalité, c'est une forme d'opportunisme. Je pense que oui. Eh bien, te voilà en bonne compagnie. Mais attends un peu, je ne voulais quand même pas me comparer à Thomas Mann. L'un des plus grands écrivains allemands, qui, Dieu sait, a puisé un peu partout, tout comme Bertolt Brecht, est aujourd'hui accusé de plagiat, simplement parce que ça tombe bien. Est-ce que l'accusation de plagiat est devenue une arme contre les dissidents? Oui, je le pense. À l'étranger, c'est clairement perçu comme ça. J'étais récemment en France et j'ai enregistré un podcast avec un Britannique et lui, il a tout de suite dit face à la caméra, en Allemagne, c'est en quelque sorte le moyen standard pour se débarrasser des gens. C'est un Britannique qui l'a dit? Oui. En fait, je crois qu'on a là encore une particularité bien allemande. Et je pense aussi que dans d'autres pays, disons l'Italie, l'Espagne, la France, que je connais un peu, c'est pas du tout le cas. Alors c'est un critère très formel et on a toujours cette espèce de petit calcul qu'on applique ici. Apparemment, c'est un moyen bien rodé. Mais pour le dire franchement, le meilleur tweet, quand j'ai été licenciée pour plagiat, je m'en souviens très bien, quelqu'un avait tweeté « Si Madame Géraud avait été un homme, on lui aurait collé un MeToo ». Donc pour les hommes, c'est MeToo, et pour les femmes, c'est le plagiat, ou peu importe comment on l'appelle. Bref, il y a toujours plus ou moins des accusations toutes faites, comme celle qu'on a vue avec Kachelman, des accusations standardisées qui marchent à tous les coups. Le harcèlement sexuel, ça fonctionne toujours avec les hommes. Et ensuite, ils disparaissent. Ou souvenons-nous encore de ce fameux Edati, la pornographie infantile pendant le procès du NSU. On pourrait vraiment regarder de plus près ce qui s'est passé là. En tout cas, les délits sexuels, le harcèlement sexuel, ça marche toujours, et surtout contre les hommes. Le plagiat, je dirais que ça marche pour les deux. On connaît bien, par exemple, Theodor zu Guttenberg, qui a copié 32 pages de mon travail. C'est quand même assez drôle. Sur ce site Gutiplag, il y a bien 32 pages. Un de mes articles a été recopié intégralement par Theodor zu Guttenberg. Je voulais juste le rappeler. Et sur ce Gutiplag, il y a aussi des sources venant d'une quarantaine d'autres personnes, alors que dans mon cas, il ne s'agit que d'1% d'erreurs de citation. Les proportions n'ont vraiment rien à voir. Le juge constitutionnel Bockenförde a écrit que la démocratie est une forme d'État qui ne peut pas créer elle-même ses propres conditions d'existence.
Moi, je comprends ça comme une idée selon laquelle la démocratie suppose aussi une conscience démocratique, un certain courage civique. Est-ce que, selon toi, c'est ce qui manque aux juges du travail avec lesquels tu as eu affaire? Den Arbeitsrichtern, mit denen du zu tun gehabt hast. Ich persönlich würde das bejahen. Moi, personnellement, je dirais oui. Hätte mir das auch J'aurais aussi souhaité que ça se fasse au moins au niveau de la Cour fédérale du travail. Parce que c'est aussi une question de savoir avec quelle autorité on peut aller à contre-courant d'un mouvement de société. Tu vois ce que je veux dire? Quand on veut encore faire carrière, c'est plus compliqué. Mais quand on siège à la Cour fédérale du travail, on a 60 ans, la carrière est en grande partie derrière soi, on n'a plus grand-chose à craindre. On ne risque plus d'être licencié. Autrement dit, on est relativement à l'abri. Peut-être qu'au club de golf, on vous regarde un peu de travers. Oui, exactement. Mais à un moment, il faut quand même peser les choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai formulé dans mon discours. Je peux encore comprendre qu'un jeune juge au tribunal fédéral du travail de Bonn n'ait pas eu le courage de s'opposer à une condamnation sociale anticipée. Et je peux peut-être encore l'admettre au niveau du tribunal régional du travail. Mais 3 ans plus tard, au niveau du tribunal fédéral du travail, avec la distance géographique et temporelle par rapport à toute cette agitation publique, là, ça devient vraiment difficile. Parce que même à ce niveau, où les juges, disons-le franchement, n'ont rien à craindre, qui iraient les renvoyer juste parce qu'ils décident autrement dans mon affaire, eh bien ça oui, ça reste en travers de la gorge. Das ist schon, das schluckt man halt, ne? Und dann geht es, weil du Bockenförde zitierst. Et puis, puisque tu cites Böckenförde, ce serait bien si on pouvait simplement tout mettre sur le dos des juges. Mais je veux vraiment le dire clairement. Je ne suis pas là pour critiquer les juges. J'essaie toujours dans chaque situation de voir la personne derrière, de comprendre les contraintes dans lesquelles elle se trouve. Et Böckenförde, qui serait le Böckenförde d'aujourd'hui? Je viens de citer quelques grands noms de l'université de Bonn. Isensee, Ossenbühl, Tomusch Gattedod, Böckenförde, Appenförde appartient à la génération d'avant. Mais c'est véritable icône. Aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment de nom de personnes dont on dirait lui ou encore lui, qui en quelque sorte tient la place de Böckenförde. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un Böckenförde et quelques autres, comme Droth, ou tous ces grands penseurs dont on connaissait les noms, et puis un Habermas, qui vient aussi de disparaître, qu'on ne savait pas où se trouvaient les repères intellectuels. À l'époque, ils étaient là, bien ancrés, présents dans les universités. Et leurs étudiants ensuite se retrouvaient dans les tribunaux ou dans les journaux. Et chacun, si je puis dire, avait alors une vraie colonne vertébrale. Et si maintenant, voilà, on en revient à ce qu'on disait au début de la conversation quand j'essayais encore de faire la différence entre une camaraderie de fête à la bière et un déplacement systématique. Et ça, si tout ça n'existe plus, eh bien c'est exactement ce que Böckenförde disait. Une démocratie qui perd sa propre condition d'existence, à savoir des citoyens responsables. Le citoyen éclairé, le citoyen instruit, ces figures-là ont disparu. Le citoyen qui réfléchit, que l'on sa conscience, qui revendique ses droits civiques, les gens ne le font plus aujourd'hui. Ils sont déjà effrayés, intimidés. Ils se sont rendus compte entre-temps qu'ils n'osent plus, qu'ils ne peuvent plus dire certaines choses. Et puis il y a les enfants, le crédit de la maison à rembourser, enfin bref. Nous sommes déjà en plein dans ces dynamiques sociales dont parlait Böckenförde. Une démocratie ne peut pas créer elle-même les conditions de sa propre existence. Autrement dit, elle ne peut pas fabriquer à elle seule des citoyens responsables. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent trouver en eux la force, le courage, la droiture nécessaires.
Et c'est justement ce processus-là qui est dangereux. Moi, je trouve ça vraiment très inquiétant et ce n'est pas quelque chose qu'on peut corriger d'un simple coup de baguette magique. C'est un peu comme tu n'arrêtes pas une avalanche au milieu de la montagne, non? Oui, enfin, je parlais tout à l'heure du concept de communauté scolaire et moi aussi, j'aimerais vraiment que ça existe. On parle sans arrêt de courage civique. On parle aussi d'une multitude de micro-agressions. Pour remettre un peu les choses en perspective, ce matin, sur Deutschlandfunk, on est le 29 avril, tout le monde peut vérifier, il y avait une députée des Verts et le sujet, c'était cette question féministe. Non, c'est non, doit maintenant devenir oui, c'est oui. Alors cette histoire de consentement pendant l'acte sexuel, franchement, j'ai un vrai problème avec le fait qu'on fasse tout un scandale autour des micro-agressions, qu'on ait d'immenses débats de société là-dessus, qu'on mette des avertissements de contenu au théâtre et tout ça, pendant qu'à Gaza, on commet un génocide, pendant qu'en Ukraine, il y a la guerre, pendant qu'on bombarde l'Iran, pendant que... Enfin bref, on ne regarde plus du tout les grandes choses. Tout le monde est focalisé sur les micro-agressions. Il s'est quand même passé quelque chose dans la société, non? C'est ça que je veux dire. Est-ce que ce sont des manœuvres de diversion destinées à détourner l'attention du fait que, par exemple, l'université de Bonn, celle de Kiel et d'autres encore, se sont de plus en plus soumises aux lois du marché, qu'elles se sont progressivement commercialisées, qu'elles s'éloignent de la liberté de la recherche pour aller vers une instrumentalisation économique et entrepreneuriale de la science. Avec tout ce que cela implique, les financements conditionnels, les contrats à durée déterminée, les postes de professeurs juniors, tout ce qui conduit à une forme de marchandisation. Est-ce que cela ne montre pas, Ulrich Gero, que la science ne nous sert plus que d'instrument de marketing? Dans ce cas, on pourrait tout aussi bien s'en passer. Merci pour la question. Je crois que on arrive maintenant au cœur du sujet. La liberté de la recherche, ça veut aussi dire la liberté de la recherche vis-à-vis de l'argent. Point. Tu as parlé des financements externes. Eh bien, cette dépendance croissante à ces fonds, je la trouve vraiment déterminante. J'ai déjà dit dans d'autres interviews que, par exemple, la pandémie de Covid ne se serait sans doute pas produite si nous avions encore eu des universités correctement financées par l'État, comme c'était le cas dans les années 80. À l'époque, les universités étaient, avant qu'on invente toutes sortes d'autres formes, les sociétés à but non lucratif, les universités privées et tout ce qui a vu le jour depuis, des établissements de droit public. Et elles étaient essentiellement financées de manière complète. On peut le dire, mais ça coûte cher. On peut aussi se demander qu'est-ce qu'on s'était offert à l'époque. Des sciences exotiques, des sinologues qui étudiaient la forme des fleurs sur la porcelaine chinoise du XIVe siècle et ainsi de suite. Est-ce qu'on doit vraiment tout payer? On peut, bien sûr. Aucun système n'est parfait. Je ne prétends pas non plus qu'à l'époque tout allait bien. Mais aujourd'hui, les universités doivent courir après chaque appel à projet, comme on dit, Horizon 2020 par exemple. On publie un appel. Qu'est-ce qui est à la mode en sciences politiques? Ah, le populisme. Alors tout le monde fait du populisme. Et on n'obtient des financements que si on fait de la recherche sur le populisme, ce qui permet de financer ses doctorants. Alors, quand on dit « moi, j'ai plutôt envie de faire un peu d'anarchie », eh bien, rien à faire, on ne peut pas financer ses doctorats, et ainsi de suite. Autrement dit, l'orientation est déjà fixée par la question de recherche. Par la question de recherche, alors qu'en réalité, la science, c'est la curiosité. La science, c'est « je vois quelque chose, je suis curieux, je ne comprends pas un truc, j'ai envie de l'explorer ». Voilà, c'est ça la science. Mais si on dit « bon, maintenant, on fait tous du populisme ». Ah d'accord, alors on fait tous du populisme? Oui. Eh bien ça, c'est du conformisme.
Et forcément, ça crée de l'homogénéité, parce que tout le monde fait la même chose au même moment, et du coup, le monde de la recherche avance plus ou moins de manière uniforme. Je pense que c'est vraiment un vrai problème. Et pourquoi je dis ça? Je ne m'en cache absolument pas. Je n'ai jamais prétendu être la meilleure scientifique. Et il faut le dire clairement, y compris vis-à-vis de l'Université de Bonn. Je le répète, l'offre de poste portait sur la gestion, la création d'un institut, le développement d'un réseau, la communication, oui. Et la recherche faisait partie des critères, mais c'était seulement l'un d'entre eux. Voilà. Et d'ailleurs, je n'étais même pas à l'université. Toute ma soi-disant carrière, entre ma thèse en 1995 et 2016, quand j'ai obtenu mon premier poste universitaire en Autriche, eh bien, pendant 20 ans, je ne dirais pas en dehors du monde scientifique, mais en tout cas en dehors du milieu académique classique. Je n'ai jamais déposé de demande de financement auprès de la DFG. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle des think tanks. J'ai passé du temps à l'étranger, à Bruxelles, à Paris, à Washington, un peu partout. Et j'ai fait ce qu'on appelle généralement de la science appliquée, donc des études de conseil, des travaux de recherche, ce genre de choses, dans un espace para-académique, disons, à la frontière du monde universitaire. Et dans cet environnement, j'étais bien sûr en lien avec les médias, la politique et le milieu académique, donc aussi avec les universités. J'ai même rencontré Habermas lors de conférences, j'ai discuté avec lui, j'ai participé à des séminaires ou à d'autres formats où j'étais en contact à la fois avec des journalistes, des responsables politiques, des chercheurs et aussi des gens du monde économique. Donc, on peut dire que c'était un peu interdisciplinaire, si tu veux. Par exemple, pour te donner une idée, j'ai beaucoup travaillé avec Armin von Bogdandy, un juriste, il est toujours à Heidelberg, à l'Institut Max Planck de droit européen. C'était très important pour ma recherche, mais je n'étais pas une chercheuse classique, du genre à rester à l'université pour écrire un seul projet de recherche. Et puis, j'ai aussi eu régulièrement des charges de cours et un peu partout. J'ai enseigné à l'INSEAD, à Singapour, à New York, à Londres, à Paris, vraiment partout. Donc oui, on peut dire que j'ai toujours eu un profil assez large, si tu veux. On peut même dire que c'est un atout, un vrai avantage. Et puis, après 20 ans, donc de 1995 à 2016, je reviens à l'université en Autriche. Et là, je regarde autour de moi et je me dis, ah d'accord, voilà à quoi ressemble l'université aujourd'hui. Les crédits ECTS, le processus de Bologne, la scolarisation, les financements externes, les codes, la gestion de la curiosité. Oui, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Bon, j'ai donné une réponse un peu longue, désolée, mais la réponse courte à ta question, c'est que l'université a vraiment changé en 20 ans. Et je pense que la société doit vraiment se demander ce qu'est la science aujourd'hui, au-delà de la dépendance au financement externe. Il faut absolument qu'on en sorte, à mon avis, et vite. L'université de Kiel, sa présidence, a envoyé un message à tous les étudiants et à tout le personnel. Les voyages en Russie restent interdits. Mais au-delà du fait qu'une université n'a même pas le pouvoir d'interdire ça, une université qui écrit une telle chose dans une circulaire peut-elle encore se dire scientifique? Parce que la science, c'est le débat, la rencontre, la confrontation. Est-ce que c'est encore possible, ça? En fait, on pourrait s'attendre à ce qu'un juriste intelligent dans ce pays finisse par porter cette question devant la Cour constitutionnelle fédérale, parce qu'on a une clause de paix dans la loi fondamentale. On a aussi le devoir de favoriser la compréhension entre les peuples. Et d'un point de vue juridique, ce sont déjà des éléments très clairs. Alors je me demande pourquoi personne n'a encore eu l'idée de contester ces exercices absurdes. À l'université de Bonn, on a eu la même chose.
En 2022, on a reçu une circulaire nous demandant de vérifier tous nos projets de recherche pour voir s'il y avait encore des Russes impliqués. Et si c'était le cas, il fallait d'une manière ou d'une autre les écarter du projet. Et si on avait un Ukrainien à embaucher, eh bien, il faudrait tout simplement l'embaucher. Et je dirais même, s'il y avait un juriste à viser, il faudrait peut-être vérifier sur le plan juridique si tout ça est vraiment conforme à la Constitution. Mais dans l'esprit des Lumières, dans l'esprit de l'idéal européen qu'on s'est promis entre Européens, l'art et la science ne doivent pas être nationalisés. Ce qui compte, c'est la performance scientifique ou la performance musicale. Quand on cite Tchaïkovski ou n'importe quel autre compositeur, on ne le juge pas selon qu'il est russe ou ukrainien, mais selon que le Casse-Noisette est une bonne symphonie. Donc, le fait qu'on soit en train de gratter, enfin disons, de saper l'héritage des Lumières européennes, enfin gratter, c'est peu dire, on a déjà laissé le cratère s'ouvrir. J'étais récemment à Moscou, tu sais, mon livre a été traduit en russe et j'y ai parlé avec beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Même des chefs d'orchestre, des violonistes ou peu importe qui sont conditionnés. Si tu joues en Russie, tu ne joues plus à la Scala de Milan. Autrement dit, on brade l'héritage des Lumières européennes. Franchement, ça me fait pleurer qu'on fasse ça. Nous qui nous étions jurés, plus jamais la guerre, plus jamais le fascisme, plus jamais une guerre partie du sol allemand. Et que nous, en tant qu'Européens, avec toute la honte du siècle dernier, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi pour cette raison que, avant l'enquête judiciaire, tu as lancé un appel au juge constitutionnel dans une vidéo. Qu'est-ce que tu y dis exactement? Oui, alors dans la vidéo que j'ai divisée en 4 parties d'environ 20 minutes, je m'adresse en fait publiquement au juge de la Cour constitutionnelle fédérale. Parce que, en tant que citoyenne, je me dis qu'on a le droit, en principe, de se représenter soi-même devant presque tous les tribunaux, donc de faire sa propre plaidoirie. Et je me suis dit, eh bien, maintenant que nous vivons, comme dirait Habermas, un changement structurel de l'espace public, à cause de cette économie des plateformes, on tourne ici aussi, on fait une vidéo et on peut la diffuser tout de suite au public. On n'a plus besoin d'aller frapper à la porte de Deutschlandfunk pour demander « Tu veux bien nous diffuser ?» On peut le faire directement. Et c'est exactement ce que Habermas appellerait un changement structurel de l'espace public. Das würde ja Habermas bezeichnen als Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und dann habe ich eben gesagt, im Sinne dieses Strukturwandels der Et donc, Öffentlichkeit. j'ai simplement dit que dans l'esprit de cette transformation du débat public, je m'adressais directement dans une allocution au juge de la Haute Cour et que je faisais exactement cela. Autrement dit, je parle devant la caméra, je dis mon texte, ma défense, un plaidoyer personnel en 4 vidéos d'environ 20 minutes chacune. J'y explique en fait la chronologie du licenciement de manière très factuelle à mon avis et je raconte simplement, étape par étape, ce qui s'est passé, quand et comment. Le but, c'est de montrer aux juges que ce que nous déposons comme recours constitutionnel, à savoir que je n'ai pas été entendu, qu'aucun expert n'a été consulté, que mes témoins n'ont pas été cités, bref, que rien de ce que nous avons soumis n'a été pris en compte. Tout cela, je le documente ainsi. Et toi, tu t'adresses à la conscience des juges. Non, je ne fais pas appel à la conscience des juges. Ce que je dis, c'est que, selon moi, il ne s'agit plus que d'eux, tout simplement. Il faut aussi comprendre ça. J'ai derrière moi un procès qui a duré 3 ans et ça a été épuisant. Tu l'as gentiment rappelé au début, j'ai perdu ma vie d'avant et j'en ai reconstruit une autre. Moi, je dirais plutôt que j'ai perdu une vie et que j'en ai reçu une nouvelle. Peu importe. Mais ça n'a pas été facile. En réalité, c'était une véritable campagne de diffamation, une destruction de mon existence.
du jour au lendemain, plus de salaire. Tout le monde peut imaginer ce que ça veut dire. Alors, tous ceux qui sont assis là et qui écoutent cette vidéo, vous touchez plusieurs milliers d'euros à la fin du mois et du jour au lendemain, tout disparaît. Je ne dis pas qu'on peut survivre à ça. C'est arrivé à beaucoup de gens. Et j'inclus aussi toutes celles et ceux à qui il est arrivé quelque chose de similaire pendant le Covid. Il y a eu énormément de destruction d'existence, beaucoup de restaurateurs, d'entreprises, de petites et moyennes structures, et ainsi de suite. Donc je ne veux absolument pas faire de mon cas quelque chose d'unique, mais plutôt dire que c'est presque devenu une habitude, qu'on détruit ici, presque de manière systématique, des existences dans la République fédérale d'Allemagne, un pays qui s'était pourtant juré d'être un État social. Mais je dis aux juges que j'ai eu le temps, en quelque sorte, de survivre à ce procès, littéralement. Me reconstruire une nouvelle vie, ça a été épuisant. Surtout qu'il y a... La question financière, c'est seulement un aspect. On peut voir sa vie détruite sans qu'il y ait diffamation, et on peut être diffamé sans que sa vie soit ruinée, si on a par exemple un héritage. Mais les deux en même temps, c'est vraiment difficile, parce que dans mon recours constitutionnel, il s'agit justement de ça. Je veux être réhabilité. L'argent, c'est une chose, mais j'ai pas trompé de manière frauduleuse. Et cette accusation de tromperie frauduleuse, elle est là, elle circule, elle figure même sur Wikipédia. Et elle ne me concerne pas seulement moi, elle touche aussi mes enfants et potentiellement mes petits-enfants. Donc oui, ça a été éprouvant. C'est pour ça que je dis dans ma déclaration, haute cour, j'en ai un peu fini avec tout ça. Mais mon affaire, comme beaucoup d'avocats le disent, est apparemment très claire, juridiquement très claire, et, au regard de la Constitution, tellement problématique à cause de ce glissement du système juridique et de tout ce qui s'y rattache, que la vraie question, c'est est-ce que mon licenciement de l'université est si important? Est-ce que ma personne est si importante qu'on en vienne à tordre la Constitution? Et à ce moment-là, il ne s'agit plus de moi, il s'agit de vous, de savoir si vous allez accepter que la Constitution soit déformée alors que Saint States la protège. Et je crois que c'est aussi ça, mon message. Merci pour cette vidéo que j'envoie. Ce n'est plus une question de moi. Quoi que ça ait été, c'était pas facile, mais c'est terminé. Et maintenant, il s'agit d'autre chose, de savoir si ma personnalité, ma personne, devrait résoudre une sorte de déplacement systématique du droit qui ouvrirait la porte à l'arbitraire dans la doctrine juridique. Et là, à un moment dans cette vidéo, je dis personne. Haute Cour. Personne ne peut vouloir ça, et certainement pas les juges de la Cour constitutionnelle fédérale. Donc, je vous confie cela, et je dis, ce n'est plus mon affaire. Je ne suis pas ici, pour ainsi dire, employé à la protection de la loi fondamentale. Mais les juges de la Cour constitutionnelle fédérale sont, pour ainsi dire, employés pour protéger la loi fondamentale. Employés, oui, des serviteurs de l'État. Et à ce moment-là, dans la vidéo, je cite Václav Havel, c'est dans la première vidéo d'ailleurs, qui, en 1989, dans une salle d'audience, a dit qu'il espérait que le pouvoir d'État, comment était la citation déjà, qu'il cesse de se comporter comme la petite fille qui brise le miroir en pensant qu'il est responsable de son apparence. Oui, et je crois que c'est exactement ça. C'est pour ça que je suis reconnaissant pour cette vidéo et que j'en ferai d'autres, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je suis dehors, mais maintenant, on sauve la logique juridique de la République. La professeure Ulrike Guérot continue de se défendre contre la diffamation et la destruction de son existence. Elle saisit la Cour constitutionnelle fédérale et poursuit son combat contre la destruction de la démocratie et de la loi fondamentale. Merci beaucoup pour cela.
Ici, dans À contre-courant, nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. welche die Propagandamedien verschweigen.